Bayala, directeur général du Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAC. Alors, aujourd'hui, il s'agit de thème important qui sera développé, perspective économique et régionale de l'Afrique subsaharienne, un nouveau choc et une faible marge de manœuvre. Quelle est la motivation du choix de ce thème? Alors, je voudrais d'abord et avant tout vous remercier et remercier l'ensemble de la presse pour cette opportunité de couvrir le lancement du rapport d'avril 2022 du Fonds monétaire international. Et le CESAC a été sollicité par la mission résidente afin de présenter lors d'une conférence dont vous venez d'évoquer le thème, les grandes lignes et les grandes articulations du rapport. Et c'est un rapport qui présente, si vous voulez, la situation actuelle et les perspectives de développement et de croissance future dans la sous-région. Et à cet effet, il était important que nous puissions en discuter avec à la fois les praticiens de nos économies, d'en discuter avec les étudiants et d'en discuter aussi avec les chercheurs. D'où donc l'importance de cette conférence qui s'est tenue ce matin ici au CESAC. Il a été émis devant les étudiants qu'il y a eu des chocs, des crises qui ont impacté un peu sur nos économies. En termes de nouveaux paradigmes, qu'est-ce qui motive véritablement ces thèmes qui sont développés à l'endroit de vos étudiants? Alors, vous avez pris par exemple dans les chocs que nous sommes en train de subir, le choc des prix au niveau des denrées alimentaires, au niveau de l'énergie, et nous sommes tous plus ou moins concernés et cela appelle à une ingéniosité, à une quête de solutions à la fois contingentes mais aussi structurelles et durables. Et vous comprenez que les étudiants qui sont pour nous l'avenir de l'Afrique, l'avenir de nos pays, devraient dès à présent commencer à s'imprégner de ces problématiques afin de réfléchir et de commencer déjà dans une approche de co-construction avec leurs camarades d'ailleurs et d'ici et d'ailleurs à réfléchir à ce que devraient être les solutions idoines pour faire face à ces questions. Et de façon spécifique, nos pays étant de nets importateurs, vous êtes rendu très vite compte que la crise ukrainienne et la crise de la pandémie de la maladie à coronavirus ont renchéri les coûts et l'inflation aujourd'hui que nous vivons doit être maîtrisée et c'est justement ces jeunes-là qui demain vont s'investir dans les questions de production, les questions d'industrialisation pour nous permettre à l'avenir, dans le long terme, d'atténuer ces chocs. Des cas pratiques qui sont présentés aux étudiants, quelles sont vos attentes? Pour nous, c'était une belle opportunité de faire passer un message, je dirais, très fort à l'endroit de nos étudiants. Le premier message, c'est que nous, par mission en tant que CESAC, nous mettons l'intégration au cœur des enjeux de développement, au cœur des préoccupations, comme option pour aller vers une croissance accélérée, pour aller vers le développement de nos pays. Et donc vous avez vu, au regard des différents défis, qu'un seul pays à lui seul, surtout dans notre contexte, ne peut se permettre ou ne pourra pas réaliser véritablement, relever ces grands défis. Donc la question de l'intégration est un sujet que nous avons pu en tout cas mettre en réserve, je dirais, dans la quête de solutions structurelles, de solutions durables. Le deuxième point, c'est ce que nous leur apprenons au quotidien, le défi de l'agilité et le défi de la résilience, la capacité à faire face de façon permanente et continue à tout choc, à tout changement, afin de pouvoir faire face à l'avenir, plutôt qu'à rester sur soi et à pleurnicher sur son propre sort. Demain sera un monde hyper changeant et donc par conséquent ils devront dès à présent intégrer cette donne tout au long de leur formation. Je suis Mesmin Kouleviko, je suis le représentant résident du Fonds monétaire international pour le Sénégal et la BCEAO. De nouveaux chocs et une faible marge de manœuvre par rapport aux perspectives économiques et régionales de l'Afrique. Ce thème-là d'abord, comment est-ce que vous l'appréhendez? D'abord, je voudrais remercier le CESAC d'avoir accueilli la présentation de cette édition de 2022, d'avril 2022 des perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Je voudrais dire que je suis très heureux d'être dans cette école, une école
prestigieuse, une école qui incarne une Afrique ambitieuse, une Afrique concurrente. Donc par rapport au thème de cette édition d'avril 2022, à savoir un choc de plus et une faible marge de manœuvre, comme vous le savez, il y a la guerre en Ukraine. L'Ukraine est loin géographiquement, mais aussi près par son impact sur les économies de la région. Cette guerre, sur un choc de plus, survient dans un contexte où le continent ne s'était pas encore complètement remis des effets de la pandémie de Covid-19. Pandémie qui a provoqué le basculement de 39 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, qui a engendré, au-delà de son bilan humain, un coût économique, un coût social en termes de capital humain très élevé. Donc c'est un choc de plus qui survient dans un contexte où les marges de manœuvre de finances publiques, de riposte des États ont été amoindries par la pandémie. Voilà. Par rapport à ces faits-là, il a été noté un surendettement de nos pays, mais aussi par rapport à l'eurobond et l'impact de ces crises-là sur nos économies. Il a fallu, quand la pandémie de Covid est survenue, il a fallu sauver des vies et sauver des moyens de subsistance de la population. À ce moment-là, les États ont dû faire une politique budgétaire expansive pour protéger cette population. La traduction étant que l'endettement a augmenté. Je prends l'exemple du Sénégal. Entre 2019 et 2021, l'endettement a augmenté de 10 points de pourcentage du PIB. Mais c'est un endettement qui est justifié par le besoin, comme je viens de le dire, de sauver des vies et de protéger les moyens de subsistance de la population. Maintenant, ce choc intervient dans ce contexte. Notre recommandation de politique économique, c'est de mieux cibler l'intervention de l'État, cibler envers les couches les plus vulnérables de la population qu'il faut protéger, et de poursuivre les efforts en matière de mobilisation de recettes et d'efficience des dépenses publiques pour éviter le basculement à un risque de surendettement élevé du Sénégal et puis des autres pays africains de façon générale. La question de la crypto-monnaie a été soulignée aussi parce qu'aujourd'hui, il s'agit de mettre en place une digitalisation qui puisse permettre aux gens peut-être d'éviter d'aller vers les institutions financières et qu'il y ait des problèmes sanitaires. Non, cette question a plusieurs volets. La crypto-monnaie en soi offre une opportunité d'approfondir l'inclusion financière. Mais en même temps, elle pose un certain nombre de risques du fait que c'est une innovation financière qui n'est pas encore régulée et supervisée. Et donc, c'est quelque chose sur lequel les institutions financières internationales travaillent de façon à ce que ça soit mieux régulé, mieux supervisé pour protéger la population. Et de combien l'Afrique a besoin aujourd'hui pour refinancer, relancer ses économies et quelles sont les voies et moyens pour y arriver? Le Fonds monétaire international estime les besoins de relance post-Covid à 425 milliards de dollars. Et évidemment, le Fonds monétaire, à travers ses actionnaires, prend part pour combler un peu ce besoin de refinancement. Vous vous souvenez qu'en août dernier, il y a eu une allocation des DTS dont 23 milliards de dollars a été alloué à l'Afrique subsaharienne. Il y a le FMI aussi a grandement augmenté ses appuis financiers aux pays africains. Je disais tout à l'heure l'exemple du Sénégal où en pratiquement 2 ans, on a débloqué plus d'1 milliard de dollars pour aider le Sénégal à traverser cette période difficile. Plus d'1 milliard de dollars, ça équivaut à plus de 600 milliards de francs CFA. Donc le FMI
joue sa part pour alléger, atténuer l'impact de ces chocs sur les populations. Au-delà de ça, vous avez aussi entendu parler des initiatives au niveau international, que ce soit l'initiative de suspension de la dette et aussi le cadre commun du G20, qui sont des initiatives qui devraient permettre d'amortir le poids un peu de la dette. La dette qui a considérablement augmenté dans certains pays. Plus de la moitié des pays à faible revenu sont maintenant à un risque de surendettement élevé. Et certains pays ont carrément des niveaux de dette insoutenables. Il faudrait restructurer. Donc il y a le cadre commun qui offre cette opportunité. 3 pays de l'Afrique ont déjà sollicité un traitement dans ce cadre. Je vais parler du Tchad, de l'Éthiopie et de la Zambie. Mais le problème qui se pose, c'est que les résultats sont encore très lents. Et ce cadre a besoin d'être un peu mieux, a besoin d'être modifié pour qu'il puisse donner satisfaction. Mais la part de l'Afrique par rapport à ces dettes, ça a été quand même jugé faible et je pense que le président Macky Sall a fait un plaidoyer dans ce sens. Vous comptez faire quoi? Oui, il y a eu des engagements effectivement de réallouer 100 milliards de dollars des DTS des pays avancés ou qui ont des positions extérieures fortes vers les pays à faible revenu, à travers différents mécanismes, dont les mécanismes de facilité de réduction du Fonds monétaire international. Il y a un nouveau mécanisme qui est le mécanisme de Fonds de résilience et de durabilité, qui devait permettre aussi, qui a une maturité, qui va accorder une maturité de prêt un peu plus longue, sur 20 ans, avec 10 ans de période de grâce, etc. Donc c'est des initiatives qui sont en cours. Déjà ce fonds, il y a des engagements qui ont été pris pour plus de 40 milliards de dollars au titre de ce fonds. Et ce fonds va être activé d'ici, dont le principe a été acté en avril, va être activé à la fin de l'année. Au-delà de cette question de financement, vous savez aussi que nous, on a un programme, par exemple, avec le Sénégal, un programme dans le cadre de l'accord de confirmation, etc., qui est en train d'être déroulé. On est à la deuxième revue de ce programme. C'est un programme avec financement qui devrait aussi permettre au Sénégal d'atténuer un peu l'impact de la crise en Ukraine sur l'économie. Et d'ailleurs, le pays a sollicité une augmentation d'accès à ce fonds. Pour revenir aussi à un autre volet de votre question, je voudrais préciser que les allocations sont fonction de la quote-part de chaque pays dans le capital du FMI. Donc si l'Afrique subsaharienne a reçu 23 milliards de dollars, ces 23 milliards représentent la quote-part de l'Afrique dans le capital du FMI. Donc c'est la règle de distribution. De l'augmenter aujourd'hui, de réfléchir à ça? Non, l'augmentation se fera par une réallocation de la quote-part des pays qui n'en ont pas besoin, entre guillemets, vers les pays africains. Mais c'est comme une société, vous avez 10%, si on ralue, vous avez 10% de la part de ces sociétés. Donc les 23 milliards représentent les quotes-parts de l'Afrique dans le capital du FMI. Et quelles sont les prévisions économiques? Les prévisions économiques pour cette année, avec la guerre en Ukraine, nos prévisions pour l'Afrique subsaharienne, c'est de 3,8%. Alors que l'année dernière, c'était à 4,4, donc il y a eu un ralentissement de la croissance. Mais il faut aussi souligner que les risques restent orientés à la baisse, puisqu'on vit dans un climat d'incertitude, on ne sait pas encore tous les contours de la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est au niveau de la croissance. Au niveau de l'inflation, l'inflation en Afrique, on prévoit plus de 12% pour cette année. Au Sénégal, on est à des chiffres autour de 5,5, comparé à 2,2 l'année dernière. Donc on est dans un contexte de forte pression inflationniste, avec l'impact que vous imaginez sur le pouvoir d'achat des ménages, de la population.